Tu as envie, avec ton équipe, que ton musée soit plus kid-friendly, accessible, inclusif, éco-responsable et durable. Voilà comment j'ai aidé un château de l'île Maurice en 2025. J'ai analysé le projet scientifique et culturel du musée et l'offre de visite. Grâce à une séance de créativité, nous avons recentré les ambitions et mis à jour les objectifs. Après cette écoute active et une analyse des besoins des publics cibles, en l'occurrence ici les familles mauriciennes, j'ai proposé un plan d'action. On y trouvait la gamification discrète du parcours avec une réécriture totale de tous les supports de médiation. L'insertion de jeux pertinents pour découvrir ce patrimoine bâti, du mobilier et des papiers peints panoramiques magnifiques, pour retrouver aussi un lieu habité avec des personnages multistatuts, multimétiers, multigénérations, multigenres. Il y avait aussi l'écriture d'un audioguide immersif, des astuces sur des résidences artistiques surprenantes, un projet de chariot pédagogique et même un espace d'exposition repensé à hauteur d'enfant. J'ai aussi réinventé la narration et l'expérience de visite du parcours extérieur dans un verger de collection de plusieurs hectares. J'ai été la directrice artistique et technique de ce projet 360 degrés entre muséographie et scénographie. J'en ai été l'auteur et l'inventrice, grâce à cette équipe qui m'a fait confiance et qui a osé. Stratégie, planification, fiche mode d'emploi, plan scénographique, rédaction des textes. Un accompagnement personnalisé sur place ou à distance en fonction de vos besoins. Laissez-moi maintenant vous aider. Parlez-moi de votre projet en m'écrivant à claire@funnymuseum.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre, celui de septembre 2025. Après la Dolce Vita que je vous ai proposée cet été, j'avais envie de vous parler en cette rentrée d'une thématique qui m'a occupé l'esprit depuis plusieurs mois sur le plan personnel et professionnel. Ce sujet est la tendance No Kids ou Adults Only dans les musées et plus largement dans notre société. Et j'ai eu l'occasion de vous parler de ce sujet pour la première fois sur les réseaux sociaux, mon Instagram, @fun-in-museum, si vous ne le connaissez pas encore, ce compte, à l'occasion d'une mauvaise expérience dans un musée lillois que je choisis de ne pas citer, par respect pour l'ensemble des collègues du secteur. Je vous avais raconté que j'y ai vécu le bannissement de mon petit garçon de près de 2 ans lors de cette visite familiale. Nous avions souhaité visiter ce musée au cœur du Vieux-Lille et plus particulièrement l'exposition temporaire de l'île 3000 qui célébrait pour cette édition la fête. Sauf que cette visite n'a pas du tout été festive dès notre arrivée. Avant la visite, j'avais pris soin de consulter plusieurs sites internet sur l'équipement avec des informations différentes sur l'accessibilité des jeunes enfants. Première difficulté donc, la variété des informations d'un site web à l'autre. Si aujourd'hui l'un des sites mentionne que les poussettes ne sont pas permises à l'intérieur du musée, ma mauvaise expérience aura peut-être au moins permis une mise à jour malgré le profond silence de l'institution à mon égard, en qualité d'usager, mais aussi de professionnel des musées inscrite à l'ICOM. Ce profond silence m'a attristée car je trouve qu'il ressemblait à un manque de respect par rapport à l'usager. Et je pense que n'importe quelle expérience
bonne ou moins bonne, qu'un équipement offre à son public, à l'un de ses usagers, doit obtenir un retour de sa part, écrit ou oral. Fin de l'aparté. Au moment de ma visite, il était indiqué que des fauteuils roulants, pour les personnes à mobilité réduite, étaient permis dans les espaces du musée. Faute d'informations sur les poussettes, j'avais donc fait un raccourci qui me semblait logique. Si un PMR peut circuler avec son fauteuil et que le musée dispose d'ascenseur, il doit être permis de circuler avec un enfant en poussette. Que nenni, à mon arrivée sur site, un gardien puis un personnel du musée dont je ne connais toujours pas le statut et l'identité m'a expliqué avec une certaine arrogance les choses suivantes. Selon cette personne et sa propre vision des mathématiques, un fauteuil roulant est plus petit qu'une poussette standard pour les unités de passage. Bon, nous étions à 2 doigts que ce salarié m'explique que les roues d'un fauteuil roulant sont plus propres que celles d'une poussette. Les 2 solutions qui nous ont été proposées étaient de rebrousser chemin et d'annuler cette sortie culturelle, et donc priver tous les membres de la famille, y compris à un enfant de 6 ans, la visite du lieu, dur à gérer pour un accompagnateur. Et la deuxième solution était de laisser à un enfant de 20 mois déambuler en liberté dans une exposition temporaire avec au mur des œuvres d'art en miroir ondulé et des œuvres en céramique sur des socles, accessibles à l'escalade pour ce type de public. Oui, je sais, c'est assez risible. Vous comprendrez donc qu'il nous était impossible de visiter le lieu avec Alexis, âgé de près de 2 ans. L'environnement et l'expérience de visite proposée nous excluaient implicitement, sans le dire honnêtement, et c'est peut-être là l'hypocrisie de la situation. Nous étions clairement dans un positionnement no kids, mais pas explicitement assumé, en tous les cas par la parole. Nous avons finalement décidé de ne pas priver l'entièreté de la famille de cette visite muséale. Le papa est parti avec le bébé banni, dehors, dans un espace public où il était davantage accepté en plein soleil, dans un parc à proximité, dans les heures les plus chaudes de la journée en fin de matinée. De mon côté, je suis restée avec le plus grand de 6 ans pour visiter les lieux. Bon, sacrée ambiance. Nous avons été accueillis dans ce lieu où nous devions marcher sur la pointe des pieds pour ne pas ébranler cette expérience contemplative, artistique, presque hautaine devant ces sculptures et cette installation audiovisuelle. Nous avons pu prendre le livret enfant, tester quelques manips puzzle et presse-boutons accessibles au handicap, puis admirer les visiteurs seniors qui prenaient l'ascenseur devant nous dans cet espace vidé d'enfants. Aujourd'hui, le site du musée indique que vous devez vous munir d'un porte-bébé. La mention de l'accessibilité pour les PMR n'est plus lisible. On ne sait pas si un porte-bébé sac à dos pour un enfant de 2 ans est accepté. Indirectement, on coupe l'accessibilité de ce lieu public à une catégorie de la population. Lors de cette même sortie avec mon fils de 6 ans, un groupe de touristes qui occupait une large partie du trottoir dans le Vieux-Lille n'ont pas voulu nous laisser passer ce jour-là, malgré les pardons de plus en plus forts. Lorsqu'ils ont daigné décaler leur trajectoire pour nous, ils nous ont énoncé les propos suivants, mécontents d'avoir été dérangés dans leur confort individuel. « Vous n'avez qu'à traverser et prendre l'autre trottoir. » Ce groupe d'adultes, âgés entre 30 et 60 ans, me proposait donc de sortir de leur champ visuel pour aller en pleine heure chaude de la journée sur un trottoir cramant au soleil pour ne pas les déranger. Une seule matinée, 2 exemples de situations no kids au musée et dans la rue. On pourrait se dire que nous n'avons pas eu de chance, que nous sommes tombés sur des personnes peu sympathiques, pour ne pas dire autre chose, sauf que ces situations sont quotidiennes. Aujourd'hui, nous y mettons les mots no kids, mais ces situations existent depuis toujours. Elles s'aggravent même. C'est en tout cas mon ressenti entre mon premier et mon deuxième enfant espacé de 4 ans. Lorsque vous êtes parent et que vous souhaitez continuer à occuper l'espace public, les musées, les transports en commun, les restaurants, les mariages, la rue, etc., on ressent une exclusion. Cette exclusion peut se résumer à des regards en coin, étonnés de nous voir là,
ou agacés d'un dérangement par notre propre présence. Cette exclusion aussi peut s'incarner par des remarques plus ou moins désagréables et porteuses de jugement. Avec cette interrogation, pourquoi êtes-vous là ? Mais ce qu'on demande aux enfants, c'est de cesser d'être des enfants, ce qui n'est pas possible. Les enfants sont des êtres humains. Ils ne sont pas des meubles, ils n'ont pas un bouton derrière les fesses pour les empêcher de rire, de babiller, de vouloir marcher, de vouloir exister dans leur comportement naturel. Vous pouvez bien évidemment, en fonction de leur âge, contrôler leur comportement social, veiller à ce qu'ils ne courent pas, ne touchent pas, ne crient pas, mais comme n'importe quel être humain, il est libre de ses mouvements, de ses émotions, d'être fatigué, d'avoir l'âge qu'il a. On ne va pas reprocher à un senior d'avoir une canne ou d'être plus lent à marcher dans un musée ou ailleurs et de vouloir disposer de certaines commodités liées à ses besoins. Souvenez-vous de l'ascenseur de ce fameux musée No Kids Lillois. Expliquez-moi comment il est préférable de laisser un enfant de 2 ans au milieu d'œuvres d'art accessibles plutôt que d'accepter que son accompagnateur le transporte tranquillement dans une poussette en faisant attention aux distances. Comment empêcher un enfant de 2 ans de ne pas vouloir toucher un miroir ondulé XXL à portée de main ? Moi, franchement, je n'ai toujours pas la solution. Comment l'empêcher de toucher des socles, voire de toucher des sculptures qui sont complètement à portée de main ? C'est impossible. Pas seulement pour mon fils, mais pour n'importe quel être humain de cet âge, en fait. En nous imposant ces conditions de visite, on nous met face à un non, une impossibilité, un rejet. Peut-être aurais-je dû appeler mon assurance directement et laisser mon bébé en liberté et voir ce qui se passe. Un dégât, un danger trop important, qui aurait été responsable ? Moi ou le salarié du musée qui m'impose des conditions complètement impossibles, voire grotesques ? Qui aurait été le plus irresponsable des deux si j'avais laissé mon bébé en liberté ? En parlant de ce projet de podcast avec une collègue, cette dernière me disait que c'était fou, qu'un enfant dérange à ce point la société et qu'on ne se gêne pas de le dire à ses accompagnateurs ou de lui faire comprendre avec des astuces plus hypocrites encore. Alors qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de faire une remarque dans un train, par exemple, pour quelqu'un qui pourrit l'ambiance du wagon avec sa musique trop forte, ou en sortant un sandwich qui pue. Par contre, il est plus accepté de dire à un enfant, ou à son parent plutôt, qu'il fait du bruit, trop de bruit, qu'il dérange, qu'il gêne l'espace public, notre propre espace vital, finalement à titre individuel. Il y aurait donc des individus dans notre société plus acceptables que d'autres, c'est une vraie question. Cette phrase peut être choquante pour certains d'entre nous, mais criante de vérité dans certaines situations. Moi, elle me rend triste, profondément triste et inquiète aussi. Mon voyage en Italie où les enfants désertent l'espace public et muséal pour des questions de natalité et de société vieillissante, plus avancée que la France, m'a donné un autre regard sur la question, me laissant penser que la France n'était pas si mal lotie sur la question du no kids, mais bon, par rapport aux pays nordiques, on en était encore très loin pour les situations kid-friendly. Et puis surtout, enfants qui habitent les lieux tout simplement. Je développerai peut-être cette autre expérience italienne dans un autre podcast ou sur mes réseaux sociaux. Bref, certains diront peut-être que cette sortie familiale était inadaptée et que je n'avais rien à faire là avec un enfant de 2 ans. D'autres diraient qu'il n'y avait pas d'interdiction explicite, juste une exclusion implicite, occasionnelle pour un enfant marchant jusqu'à environ 4 ans. Si vous connaissez l'évolution d'un enfant, voilà, c'est que sur une période courte. Attendons qu'il grandisse et qu'il puisse s'adapter aux conditions d'accueil qu'il nous impose. Et puis d'autres diraient que le sol patrimonial était peut-être fragile pour une poussette, sauf que ce n'était pas du tout le cas. Pour moi, chaque lieu public muséal, ou non, doit être accessible à toutes et à tous. Lors d'un atelier sur l'accessibilité au musée pour un client belge, j'avais sourcé sur l'un des sites officiels de l'État les phrases suivantes. Une société inclusive donne sa place à chacun de ses membres. Elle ne définit pas de normes, mais considère tout le monde comme normal. Lorsqu'il s'agit de l'accès aux
possibilités qu'elle offre. Tout le monde, peu importe son sexe, son origine ou son handicap, et j'ajouterai son âge, peut en profiter au même degré. Je trouvais intéressant de vous faire ce retour complet d'expérience pour ouvrir le débat sur la tendance No Kids, avec un vrai cas concret d'usager. Les médias ont beaucoup parlé ces derniers mois de cette tendance, qui ont résonné en moi en mettant finalement des mots sur ce que je vivais quotidiennement, depuis que j'ai des enfants, et que je souhaite avoir accès à certains lieux et à certains services comme avant, entre guillemets. Radio France a traité le sujet à plusieurs reprises ces derniers mois. Je vous partage les liens en description de cet épisode sur les différentes émissions et articles. Dans ces émissions, je retiens les éléments suivants de cette tendance No Kids et je vous laisse vous faire votre propre avis. Les voici en tout cas. Cette tendance No Kids, Adults Only, serait née en Asie il y a environ 10 ans. Cette tendance se développe en Europe du Sud depuis 5 ou 6 ans. Mon voyage en Italie en témoigne, cette tendance arrive progressivement en France. Elle consiste à interdire l'accès aux enfants à des lieux explicitement, par une pancarte même et des opérations de communication séduisantes pour le confort des adultes, sans bruit, perturbation quelconque de leurs oreilles et de leur bien-être. La limite de ces établissements No Kids, les restos, les hôtels, est commerciale, avec une augmentation de chiffre d'affaires depuis l'adoption de cette démarche No Kids. Les experts disent aussi que cette tendance interroge plus largement la société, la place offerte aux enfants. Que révèle cette division de l'espace public ? Il y a là un débat démocratique plus large, car les enfants sont des citoyens de notre société. Un enfant n'est pas un intrus. Je cite, « Le bruit des enfants est le bruit de la société ». Différentes générations ont le souhait du No Kids. Ça, les experts le disent à plusieurs reprises. Les jeunes générations, des personnes qui ont eu des enfants, des baby-boomers. Il y a donc des partisans No Kids multigénérationnels. Ce qui pose problème, c'est toute action montrant que les enfants ne sont pas les bienvenus. Des conditions d'accès irréalistes, dans ce musée lillois par exemple, une politique tarifaire particulière. Il y a une prise de conscience à prendre face à une société ségrégée qui augmente dans le monde et c'est un fait. Les experts le prouvent et le confirment. Il y a un risque à avoir des lieux pour les enfants et d'autres non. Il faut sortir de ce côté binaire, c'est le conseil des experts. Les experts affirment aussi que les enfants prennent conscience qu'il existe bien des espaces qui sont faits pour eux et d'autres non. Cela incarne donc un vrai problème. Il faut repenser l'espace public pour tout le monde, de manière large, depuis le 19e siècle de toute façon, au-delà de l'homme majeur. On touche là à des questions de l'accessibilité universelle et de l'inclusivité plus généralement. Deux valeurs qui sont très importantes pour moi, au bureau comme dans la vie, je pense que vous l'avez compris. Cette tendance marque un malaise, car une société qui ne supporte pas ses enfants, les experts le disent, peut peiner à se projeter vers l'avenir, car les enfants sont les citoyens de demain. Et il existe des mouvements divergents, No Kids, mais aussi inclusifs, comme la ville à hauteur d'enfants, signée d'ailleurs par la ville de Lille, Paris, etc. Allez prendre le métro parisien avec une poussette, bon, non comment. Bref, il existe la ville à hauteur d'enfants, n'est-ce pas ? Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance, a annoncé le 11 juin le lancement du label Le Choix des familles, une initiative majeure pour redonner aux enfants leur place dans notre société et ainsi construire un quotidien à hauteur d'enfants. Ce label, simple, visuel, participatif, engageant et concret, vise à faire de la France un pays family-friendly où chaque enfant est accueilli et respecté, avec une petite cocarde collée sur les lieux accueillants pour les enfants. Donc dès le 5 juillet, je ne sais pas si vous avez vu ces petites papillotes, chaque famille pourra se connecter sur une plateforme pour recommander un établissement, musée, hôtel, restaurant, etc., dit familial.
J'espère que ce label sera discerné à des établissements, donc avec de vrais avis des publics, et pas juste par un jury qui regarde si l'offre enfant paraît belle sur le papier, car dans ce musée lillois, en tout cas, l'offre était belle sur le papier et exécrable dans la réalité. Mais là, visiblement, ce sont les usagers qui vont donner leur avis et recommander des institutions. J'espère que des comptes d'équipement ne feront pas de faux profils pour vanter une réalité qui est tout autre. Sur les réseaux, certains experts comme Margot Théroux, sexologue, autrice de l'ouvrage La Malbaise aux éditions Payot et co-hôte de Basium Podcast, s'empare aussi de ce sujet. Le 25 août, elle a publié un carrousel sur les espaces No Kids qui a beaucoup été commenté et partagé et qui, moi, m'a interpellée et touchée. Et j'avais envie de vous le partager dans ce podcast. Voilà ce qu'elle confie. Les espaces No Kids me fatiguent. Et plus encore, ils m'inquiètent. Je suis fatiguée de l'exclusion organisée des enfants. Restaurants, hôtels, vols, mariages, adultes only se multiplient. 3 à 5% du secteur touristique en France, plus 25% de demandes en 5 ans. On justifie ça en disant, ouvrez les guillemets, les enfants sont mal élevés. En réalité, ce n'est pas seulement les enfants qui dérangent, mais tout ce qui est jugé trop bruyant, trop vivant, trop imprévisible. Décider que des enfants sont indésirables, entre guillemets, dans l'espace public, c'est ouvrir la porte à une logique dangereuse. Aujourd'hui, les enfants, demain, les personnes âgées, les malades, les pauvres. Exclure une génération, c'est déjà perdre une part de dignité, de notre dignité collective. À titre perso, j'ai passé 1 mois avec mon fils, nous dit-elle dans ce carrousel. Ce n'est pas lui qui m'épuise, c'est la société. Pas de table allongée dans les restaurants, pas de wagon famille, regard excédé au moindre bruit, des parcs souvent avec des bancs en plein soleil, pas de point d'eau pour se rafraîchir lors des fortes canicules. Ce qui fatigue, ce ne sont pas les enfants, c'est une société qui refuse de les penser comme citoyens-citoyennes. Le combat n'est pas d'exclure les plus vulnérables, mais de construire une société capable d'accueillir toutes les générations. Aujourd'hui les enfants, demain qui ? Je vous mets en description de cet épisode le lien vers ce post, mais aussi les sources qu'elle a utilisées pour écrire ce carrousel, notamment l'article de l'Université de Montpellier de 2024 qui s'intitule « Espace No Kids, une discrimination contraire au vivre ensemble ». Alors, je vous informe également qu'en Corée, où est née cette tendance No Kids il y a 10 ans, on trouve désormais des restaurants interdits aux plus de 60 ans. Ainsi, pour conclure, il est bien beau de valoriser les ateliers pour les bébés, de communiquer sur les livrets enfants, de créer dans les parcours de visite des manips accessibles pour les enfants ou une personne en situation de handicap. Si la philosophie de base du vivre ensemble et de l'accessibilité vraiment universelle n'est pas présente, il existe dans les musées du greenwashing. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes de la playlist Green. Mais il existe aussi dans les musées et ailleurs, nous l'avons vu, du kid-friendly washing. Certes, pas de pancarte No Kids ou adults only, mais une exclusion implicite et souvent hypocrite, disons-le. J'espère en tout cas que nous ne trouverons jamais de panneaux ou de mentions enfants interdits dans les musées, bien que certaines actions le laissent parfois penser sans signalétique affiché. Ainsi aujourd'hui, je vous demande à toi qui m'écoutes, qui agis peut-être au quotidien dans une institution culturelle, de t'interroger sur mon retour d'expérience de simple usagère et de l'offre famille que tu proposes dans ton équipement. Est-ce que la visite est vraiment possible avec des conditions réalistes pour tout le monde ? Est-ce que tu as vécu toi aussi en tant qu'usager une expérience No Kids en tant qu'accompagnateur, parent ou non ? Qu'est-ce que tu pourrais faire ou dire pour que les choses s'améliorent pour une société et un musée vraiment inclusif, ni élitiste, ni exclusif, ni VIP à ton échelle sur ton lieu de travail ? Je sais que tout le monde n'est pas dans le même camp, mais maintenant tu connais le mien. J'avais envie de te partager ce retour d'expérience et cette réflexion sur la tendance No Kids, pas en criant, mais en donnant des exemples concrets, et en ne chuchotant pas non plus parce que je trouve que c'est un sujet important.
l'hypocrisie à ce niveau dans notre secteur et dans les offres de visite, parfois dans l'accueil des publics, des jeunes enfants. J'espère que tu as apprécié l'épisode de cette rentrée 2025. Je te souhaite un joyeux mois de septembre, de redémarrage ou de vacances. Je te retrouve au mois d'octobre pour un nouvel épisode. Et si tu as besoin de douceur, je t'invite à écouter la playlist Dolce Vita que tu as peut-être ratée pendant ces mois d'été. À bientôt, à vous, à toi, sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Tu travailles avec tes collègues dans un musée d'art. La médiation près des œuvres se résume à un cartel, à un audioguide et à des ateliers avec des médiateurs. Et si tu te laissais tenter par un outil de médiation volante, itinérant, design, pratique et artistique, qui vient upgrader l'offre de médiation près des œuvres lorsque tu le souhaites. Cet outil magique s'appelle un chariot pédagogique. J'en ai designé 2 en 2025. Et je suis convaincue que chaque musée d'art ou d'une autre thématique devrait en posséder un pour que la médiation humaine puisse avoir une scène qui apparaît puis disparaît au gré des envies, sans réservation pour le public. Déguisement, photomaton, manip multisensoriel, échantillon à toucher, plateau de jeu, tout est imaginable. Je dispose de différents modèles à te proposer, qui t'enchantera, toi et ton équipe de médiation. Que tu valorises l'art, l'artisanat, les sciences et techniques, des spécimens d'histoire naturelle, patrimoine bâti. La bonne nouvelle, chaque chariot est personnalisable, en sélectionnant des options du catalogue ou designées rien que pour vous. Cela signifie qu'une même institution, un réseau de musées, peut en commander plusieurs et les personnaliser en fonction du musée concerné, avec une commande groupée. Prends rendez-vous en m'écrivant un message à claire@funnymuseum.com.